Je le disais en titre, c'est la semaine du cerveau à Toulouse. Une semaine pour sensibiliser le grand public aux enjeux de la recherche. Le cerveau, une région toujours en pleine exploration, mais qui dévoile depuis quelques années ses mystères. Et en matière de sciences cognitives ou en neurologie, eh bien, les découvertes ne manquent pas. La preuve ce soir avec Jean-François Desmonnet. Bonsoir, bienvenue sur ce plateau. Vous êtes directeur de recherche à l'INSERM. Avant d'entrer dans le vif du sujet, une petite réaction sur ce sujet que vous venez de voir, qui vous a interpellé. Est-ce que vos travaux pourraient se recouper avec les activités d'Acapella, par exemple? Oui, tout à fait, parce que ces travaux que nous menons sont liés au handicap et ce style d'interface informatique permet justement de pallier ces handicaps de la parole, de la communication, de l'écriture. Et c'est extrêmement intéressant pour nous d'avoir contact avec ce style d'entreprise. Alors vous avez ouvert cette semaine la semaine du cerveau avec une conférence débat qui s'intitule à la recherche de l'écriture. On va rappeler, on va préciser que c'est au 19e siècle qu'on a découvert pour la première fois cette zone du cerveau spécialisée dans la production du langage écrit. À l'époque quand même on n'avait pas les mêmes moyens de travailler qu'aujourd'hui. Il fallait autopsier les patients. Aujourd'hui heureusement tout a changé. On va voir cette animation qui apparaît à l'écran que vous nous avez apportée. Commentez-nous ce qu'on voit à l'écran. Ce qu'on voit en fait c'est la diffusion de l'information sur la surface du cerveau. L'information est représentée par ces taches rouges et qui correspond à la variation de l'activité électrique qui est générée par les neurones quand on lit, par exemple, ou quand on écrit, c'est tout à fait la même chose. Et on voit que de très rapides ondes parcourent en fait le cortex lorsque l'on voit ne serait-ce qu'une lettre apparaître sur un écran et qu'on a pour tâche de la prononcer, par exemple. D'accord. Alors, en quoi ont consisté vos recherches, justement? Nous travaillons depuis très longtemps sur les rapports entre le cerveau et le langage. Oui. Nous sommes spécialisés depuis quelques années, enfin orientés notamment dans le langage écrit, la lecture et l'écriture. L'écriture, c'est quelque chose que l'on connaît moins bien, qui a été un petit peu délaissé. Et nous avons effectivement mené deux expérimentations parallèles qui nous ont donné des résultats convergents. Alors la première? La première a consisté à explorer des patients qui devaient être opérés par la neurochirurgie, par le professeur Franck Roux à l'hôpital Purpan, dans des conditions très particulières de chirurgie dite éveillée. Plutôt réveillé, c'est ça, c'est-à-dire que le patient est éveillé pendant l'intervention et on lui demande à ce moment-là d'effectuer des tâches comme des tâches de lecture ou d'écriture et le chirurgien va... Est-ce que c'est douloureux? Non, absolument pas. C'est absolument pas douloureux. Les anesthésistes contrôlent tout à fait bien cet aspect-là et à ce moment-là, on peut repérer sur le cortex en stimulant l'écorce cérébrale, la surface du cerveau, les zones qui sont très importantes pour telle ou telle fonction, par exemple pour l'écriture. Parce que quand on applique une électrode pile au moment où le sujet est en train d'écrire, eh bien, il y a des zones qui peuvent bloquer cette écriture. Et donc la deuxième expérience parallèle, elle a été en IRM fonctionnel, pendant laquelle on a demandé à des sujets d'écrire de la même façon que l'on demandait à d'écrire aux patients opérés, et on a pu repérer les zones qui s'activent, qui travaillent davantage, si vous voulez, pendant la réalisation de la dictée. Alors l'intérêt, c'est de croiser ces deux méthodes. Et nous avons effectué ce croisement et nous avons repéré donc une petite zone qui converge dans les deux expériences et qui montre qu'une petite zone du cortex frontal, située en haut et à gauche du cerveau, est cruciale pour transférer finalement le message orthographique, quelque chose d'abstrait, un mot qu'on a dans la tête en quelque sorte, pour le transférer sous forme d'impulsion motrice que l'on va tracer sur le papier. Alors finalement, à quoi vont servir vos recherches? Est-ce que ça peut s'appliquer aujourd'hui dans le cadre de pathologies lourdes comme Parkinson par exemple? Nos recherches, elles ont pour but de connaître bien le cerveau, de progresser dans la connaissance pure du cerveau. Mais bien sûr, nous sommes médecins, je suis neurologue et je traite effectivement des patients. Pour la maladie de Parkinson, c'est effectivement un des enjeux, un des objectifs de la recherche. Les malades de Parkinson ont des difficultés pour écrire parce qu'ils ont une toute petite écriture qui devient très rapidement illisible. Et en stimulant ces zones-là, peut-être pourra-t-on, ou en tout cas en les modulant, peut-être pourra-t-on améliorer spécifiquement ce trouble moteur. Ou également pour d'autres pathologies moins lourdes, comme les dyslexies par exemple? Oui, alors beaucoup d'enfants dyslexiques ont des difficultés à écrire, soit parce qu'ils ont des troubles d'orthographe, soit pour tracer franchement les lettres. Et là encore, ça nous permettra de mieux comprendre la perturbation dans ces complexes circuits cérébraux. Pourtant, j'allais dire aujourd'hui, on écrit moins, ou alors on écrit différemment, puisqu'on écrit surtout sur des claviers d'ordinateur, on envoie des SMS. Est-ce que ça s'applique de la même façon? Je dirais qu'on écrit certainement autant, et peut-être même
plus qu'à l'époque reine du téléphone. On téléphone évidemment beaucoup, mais on fait aussi beaucoup de SMS et de chats sur Internet, etc. Donc on a cette fonction dans laquelle notre réflexion est transcrite par des impulsions que nous donnons à nos doigts ou via un clavier. Et c'est un mode de communication important, on le voit bien tous les jours, et qui reste très important pour notre vie quotidienne. Où est-ce qu'on en est très rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais de l'apprentissage de ce formidable ordinateur qu'est le cerveau aujourd'hui? Bon, toutes ces techniques nous permettent d'avancer pour comprendre comment c'est organisé. Mais ce qui nous manque encore, c'est d'avoir une vision, si vous voulez, en temps réel de l'information. Parce que non seulement c'est compliqué, il y a des tas de zones qui interagissent, mais aussi ça va très vite. Et ça, c'est le défi de demain. Encore beaucoup de choses à nous dire. Alors merci beaucoup d'être venu sur ce plateau pour répondre à nos questions.